Ils m'ont envoyé l'invitation. Puis ils ont envoyé le message pour me demander de ne pas venir. C'est arrivé un mardi, un papier épais, couleur crème avec des bordures dorées, comme ceux qu'on utilise pour les mariages ou les enterrements de vieilles familles fortunées. Sur le devant, on pouvait lire « Réunion de la famille Whitmore. 8 juin, 18h45. Hôtel Alain East. » Mes doigts ont hésité au niveau du sceau, mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vu le nom de cet hôtel encore et encore. C'était ma signature au bas de leur contrat de réservation. Avant même que je puisse retourner l'enveloppe, mon téléphone a vibré. Un message de Sophie, ma cousine, celle qui est toujours chargée d'organiser les choses et d'adoucir les mauvaises nouvelles. Je savais déjà ce qu'il dirait. Claire, je voulais juste te prévenir avant que tu ouvres l'invitation. Cette année, l'espace est vraiment limité. On a beaucoup d'invités venant de loin, et une organisation très formelle des gouverneurs, des amis de grand-père. Tu sais que ça va être chic. J'espère que tu comprendras. Peut-être l'année prochaine. Cœur rouge. Ce petit emoji à la fin, ce petit cœur rouge, c'était la ponctuation des gens qui veulent avoir l'air gentils tout en vous excluant. Pas de confrontation. Juste une éviction en douceur. Ce n'était pas la première fois. Des cartes de Noël sans mon nom. Des mails de groupes familiaux où l'on sautait mes nouvelles professionnelles. Ils ne se disputaient pas avec moi. Ils me retouchaient hors du cadre. Ils disaient que j'étais difficile à situer, que mon parcours était non conventionnel, que je faisais ma propre chose. Ce qu'ils voulaient dire, tu ne nous mets plus en valeur. Je suis retournée dans mon bureau. La ville brillait derrière les grandes fenêtres vitrées au Manhattan, début d'été, une brume dorée le long du fleuve. Sur mon bureau reposait le dossier signé pour l'événement de la réunion des Whitmore. Hôtel Alain East. Sophie l'avait réservé via notre site d'entreprise, comme n'importe quel client. La coordinatrice d'événements me l'avait transmis pour approbation. J'avais moi-même augmenté le tarif interne de 20%. Et je l'avais approuvé. Ils ne savaient pas que c'est Whitmore, PDG du groupe Alain, propriétaire de 17 hôtels-boutiques répartis dans 4 pays, c'était moi. Ils ne savaient pas que la fille qui nettoyait autrefois les chambres et pliait des serviettes pour un salaire minimum validait aujourd'hui leur choix de traiteur. Ils ne savaient même pas que j'utilisais encore le nom Whitmore. C'est ça, le plus ironique. Je ne voulais pas y aller. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Mais je n'allais pas les laisser continuer à écrire cette version de moi qui les arrangeait, celle qui avait disparu en silence. Je me suis tournée vers l'étagère et j'ai attrapé un petit cadre noir. À l'intérieur, un badge en plastique. Claire Service Ménage, Brooklyn, 2012. Je ne l'avais pas regardé depuis des années. Mais ce soir-là, je l'ai laissé sur le bureau. Bien au centre. Juste au cas où j'oublierais pourquoi j'avais dit oui à moi-même quand il m'avait dit non. Mon père disait souvent qu'il y avait 2 sortes de personnes dans ce monde. Ceux qui portent le nom, et ceux qui portent le poids. Il le disait après les dîners du dimanche, quand il desserrait sa cravate et versait son 2e bourbon, quand on était tous censés hocher la tête pendant qu'il faisait son numéro. J'avais 12 ans la première fois que j'ai compris laquelle j'étais. Pas le nom, juste le poids. À 22 ans, j'étais censée intégrer le groupe Whitmore, la société d'investissement familial. Un bureau m'attendait. Mon nom déjà gravé sur la porte. Claire Whitmore, associée stratégie. Ça a duré 3 mois. Pas parce que je n'étais pas compétente. Mais parce que je posais trop de questions sur les gens. Personne ne voulait penser aux femmes de ménage. Aux portiers. Au personnel hôtelier dont nos fonds avaient discrètement supprimé les retraites. Tu penses trop petit, m'a lancé mon père lors d'une de nos dernières conversations. Tu n'as aucune vision. Il a dit ça après que je lui ai annoncé que je voulais quitter la finance pour me tourner vers l'hôtellerie. Tu veux porter des bagages toute ta vie? Non, je lui ai répondu. Je veux comprendre ce que les gens portent. C'était la dernière fois que nous avons parlé avec une vraie sincérité. Après ça, ce fut un long silence rythmé par des anniversaires oubliés, des mails sans réponse, et des salutations formelles envoyées par des cousins comme des messagers. Je suis allée à Cornell. J'ai étudié la gestion hôtelière. Diplômée avec mention. Je pensais que quelqu'un viendrait à la remise des diplômes. Personne n'est venu. 1 an plus tard, je travaillais à Brooklyn, mon premier poste, femme de chambre dans un petit hôtel 3 étoiles près de l'avenue Atlantique. 8 étages. Pas de service d'ascenseur. Des serviettes qui sentaient légèrement l'eau de javel et le citron rassis. Je nettoyais 2 douzaines de chambres par jour. J'ai appris à faire un lit vite et bien, les coins nets comme dans un hôpital.
Je frottais les baignoires en fredonnant du Patsy-Clean. Je disais, bien sûr, monsieur, avec plaisir, madame, et je souriais à chaque plainte sur le nombre de fils dans les draps ou les frais de stationnement. Et j'adorais ça parce que c'était à moi. Gagner, pas hériter. C'est à ce moment-là que Sophie m'a envoyé cette photo, une photo de groupe à son mariage. Tout le monde souriait, perles au cou et costume bleu marine. Je n'y étais pas. J'étais pourtant là. Assise près des cuisines, à une table avec 2 serveurs en pause et une fleuriste qui est partie tôt. Elle m'a dit que c'était sûrement parce que je m'y sentais plus à l'aise. 2 jours plus tard, quelqu'un m'a transféré une capture d'écran de la discussion du groupe familial. Une photo de mon badge de femme de ménage, légendée, elle voulait nettoyer des toilettes. On dirait qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Ils ont ri. Personne ne m'a défendu. Pas même tante Mavi, qui me glissait autrefois des bonbons durs en murmurant « Tu n'as pas besoin d'être comme eux ». Ce jour-là, j'ai appris quelque chose, on n'a pas besoin d'être effacé violemment. Il suffit d'être découpé de suffisamment de photos, oubliées dans assez de mets, placées assez loin du centre de la pièce. À la fin, même toi, tu commences à te demander si tu as jamais vraiment été là. Alors j'ai fait la paix avec ça. J'ai arrêté d'attendre qu'on se souvienne de moi et j'ai commencé à bâtir quelque chose qu'on ne pourrait pas ignorer. Je suis partie vivre dans le Vermont avec une valise, un ordinateur portable d'occasion, et juste assez d'argent pour tenir 3 mois. Ce n'était pas un plan, pas vraiment. J'avais juste besoin d'un endroit calme pour réfléchir. Un endroit où personne ne connaissait mon nom de famille ni ce qu'il avait autrefois signifié. J'ai loué la chambre du fond dans une vieille ferme transformée en maison d'hôte. Le parquet grinçait. Le chauffage était irrégulier. Et les propriétaires, un couple de retraités nommés May et Ron, me payaient en liquide pour gérer les réservations et nettoyer les chambres. Ils m'ont donné la chambre 4, la plus petite. Plafond en pente, une seule fenêtre, un lit, une place. Je l'ai aimé tout de suite. C'est là qu'est né Alain. Pas l'hôtel, l'idée. Tout a commencé avec un carnet. Juste des griffonnages au début. Des observations. Des questions. Pourquoi certains clients revenaient dans un lieu et pas dans un autre? Pourquoi certains employés restaient des années pendant que d'autres partaient au bout d'une semaine? Pourquoi des gens fatigués, en deuil, au bord du gouffre entraient dans certaines chambres et s'y sentaient en sécurité, alors que d'autres les faisaient se sentir comme des intrus? Je regardais tout. Je notais tout. Puis j'ai commencé à améliorer les choses. Pas en jetant de l'argent sur les problèmes, il n'y avait pas d'argent à jeter, mais en remarquant ce que les autres ne voyaient pas. Une lampe qui bourdonnait sans raison. Un cadre de lit qu'il fallait déplacer de 5 cm pour éviter que les grands ne se cognent le genou. Un panneau fait maison à l'entrée qui embrouillait les nouveaux arrivants, je l'ai refait sur Word et imprimé sur du papier cartonné épais. Des petites choses, mais elles comptaient. Les clients ont commencé à demander après moi, par mon prénom. Claire. Pas Mademoiselle Whitmore. Juste Claire. Quand May et Ron ont décidé de vendre l'endroit, je leur ai fait une offre. Pas très élevée, mais je suis venue avec des tableurs, des données de fidélisation, un plan sur 3 ans. Ils ont dit oui. Je l'ai rebaptisé Alain House, ma première propriété. 5 chambres. Aucun personnel à part moi. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Nouveau drap. Peinture fraîche. Une carte de bienvenue dans chaque chambre, écrite à la main. Vous êtes ici maintenant. Vous pouvez vous reposer. Les gens se souvenaient de cette phrase. Je n'avais pas d'équipe marketing. Je n'en avais pas besoin. Le bouche à oreille a amené les clients suivants. Les clients ont apporté des histoires. Les histoires ont amené des investisseurs. Pas beaucoup, au début, juste assez. En 4 ans, j'ai ouvert un 2e lieu. Puis un 3e. J'ai embauché d'anciennes femmes de ménage comme responsables. Je les ai payées au-dessus du tarif habituel. Pas d'uniforme. Pas de sourire en plastique. Seulement des gens qui savaient ce que c'était que de servir sans être piétinés. À mes 30 ans, Alain était devenu un nom à part entière. Petit luxe. Confort discret. Hospitalité sans paillettes ni soumission. Mais je n'utilisais toujours pas le mien. Pas publiquement. Toutes les propriétés étaient enregistrées sous le nom de ces Whitmore Holdings, que la plupart des gens prenaient pour un homme. Ça m'allait. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Je ne me cachais pas, je choisissais le silence. Ça me laissait de la place pour construire sans leur vacarme. Mais dans mon bureau, derrière la bibliothèque, coincé entre des livres d'échantillons de tissus et de profils olfactifs, je gardais le badge. Claire ou The Keeping.
Le plastique était rayé. Les lettres effacées. Je l'avais porté longtemps après qu'il se soit fondu. Je l'ai encadré. Bois noir. Pas de vitre. Je ne l'ai pas raccroché au mur. Je ne l'ai pas mis en vitrine. Je n'en ai jamais parlé à mon personnel. Mais certains soirs, quand le dernier mail était envoyé et la dernière décision prise, je le sortais et je le tenais dans ma main. Pas pour me souvenir de leurs moqueries, mais pour me souvenir de ce que j'avais bâti pendant que personne ne regardait. Je ne l'avais pas bâti pour me venger. Je l'avais bâti pour avoir un endroit où personne ne me dirait de partir. Ils avaient choisi la Linhiste pour la Réunion. De tous les hôtels de l'État, ils avaient pris le mien. Ils ne le savaient pas, bien sûr. Sophie avait réservé par le canal professionnel habituel, se vantant dans le mail groupé d'avoir usé de ses relations pour décrocher un lieu si convoité. On a de la chance, avait-elle écrit. Le directeur a dit, le propriétaire est très discret, mais dès qu'il a entendu notre nom de famille, il a accéléré la demande. C'est moi qui l'ai accéléré. En effet, je les ai fait passer dans une catégorie de services supérieurs, j'ai augmenté le personnel, commandé du linge personnalisé, et j'ai tout approuvé personnellement. Numériquement, bien sûr. Je ne signe plus rien à la main. C'est plus facile de rester silencieuse quand on ne laisse pas d'empreinte. Le nom de la réservation indiquait. Réunion de famille Whitmore, 82 invités demandés par Sophie de Canet-Whitmore. Type d'événement, dîner privé en hommage au patrimoine. Contact facturation, Whitmore. L'ironie aurait pu trancher la pierre. J'ai demandé à notre responsable des relations clients, Anna, de gérer toutes les communications. Elle était jeune, attentive, et merveilleusement indifférente aux dynamiques familiales qu'elle ignorait totalement. Pour elle, Sophie n'était qu'une cliente de plus avec trop d'avis sur les arrangements floraux. Une semaine avant l'événement, j'ai convoqué Anna dans mon bureau. Traitez-les avec gentillesse, ai-je dit, mais pas avec délicatesse. Elle a levé un sourcil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne les manipulez pas comme du cristal. Contentez-vous de les servir comme n'importe quels autres clients exactement comme ils ont demandé à être traités. Anna a souri. Elle avait compris bien plus que ce que j'avais dit à voix haute. Ce soir-là, j'ai rédigé un bref message à tante Mavie. C'était la seule à qui je pensais pouvoir parler. La seule qui, quand j'étais petite, m'avait vraiment regardé dans les yeux. Si tu viens, arrive à 18h40. Ne les laisse pas entrer plus tôt. C'est important. Elle n'a pas répondu, mais le message était marqué « lu ». C'était suffisant. Pendant les 6 jours suivants, j'ai à peine dormi. J'ai revu chaque détail. La disposition de la salle, le plan de table, la signalétique, les éclairages. Je me suis assuré que la signalétique soit parfaite, subtile, élégante, minutieusement synchronisée. À la dernière minute, j'ai modifié une toute petite chose. Chaque suite recevait une carte de bienvenue. D'ordinaire, elle comportait un mot imprimé de la famille hôte. Cette fois, je l'ai remplacée par une seule phrase. Nous espérons que votre séjour vous rappellera d'où vous venez, et ce qui n'a jamais été vraiment perdu. CEW. Ce n'était pas signé en entier, mais je savais que quelqu'un le remarquerait. Le jour de la réunion, je ne suis pas entrée par la grande porte. Je suis passée par le couloir du personnel, le même que j'utilisais à Brooklyn. Il y a quelque chose de rassurant dans le fait de traverser des caisses de vaisselle et des chariots de serviettes propres avant d'entrer dans une salle de bal ornée d'hortensias blancs et de lustres de cristal. Cela vous rappelle à quel point le luxe repose sur ce qui reste invisible. Je portais du bleu marine. Aucun bijou. Les cheveux tirés en arrière. Rien qui dise « Regardez-moi ». Tout, déjà, dans la pièce, parlerait pour moi. À 18h45 précise, ils sont arrivés d'abord par petits groupes, puis en plus grand nombre. Rire trop fort, chaussures trop brillantes. Ce genre très particulier de représentation qui n'arrive que lorsque des gens qui ne se sont pas vus depuis des années ressentent soudain le besoin de prouver qu'ils ont encore de la valeur. Sophie est entrée comme une animatrice de croisière. Saluant de la main, embrassant les joues. Mon père est arrivé 10 minutes plus tard, escorté par 2 hommes que je ne connaissais pas, mais que j'ai reconnus aussitôt des types de la finance. Tout en montre et en murmure. Je regardais depuis un petit moniteur dans le couloir arrière. Personne n'a remarqué mon absence. C'était ça, toute la beauté. Ils s'étaient déjà convaincus que je n'avais pas ma place ici, alors leurs yeux ne m'avaient même pas cherché. Mais cela allait changer. À exactement 19h15, les lumières de la salle ont légèrement baissé.
C'était subtil, juste assez pour faire taire les bavardages, juste assez pour que les gens jettent autour d'eux un regard curieux. Puis retentit un carillon doux. 3 notes, claires et lentes. Sophie était en pleine phrase à propos de la verrerie soufflée à la bouche quand un manager s'approcha d'elle, une tablette à la main et un sourire prudent. Avec délicatesse, dit-il. Le propriétaire a demandé que nous commencions maintenant la présentation de bienvenue. Sophie cligna des yeux. Le propriétaire ? Oui, madame. Elle sembla troubler l'espace d'un instant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous avons déjà remercié le personnel. D'ailleurs, j'ai été en contact avec votre bureau pendant des semaines. Le propriétaire ne fait pas ce genre de choses. Le manager ne discuta pas. Il se tourna simplement vers la scène. Et l'écran s'illumina. Il fallut quelques secondes pour que les mots deviennent nets. Texte blanc doux, police élégante à empattement sur fond bleu marine. Alain Easton. Fondé par Claire Elizabeth Whitmore. Directrice générale groupe CE Whitmore. On sentit la température chuter de 10 degrés dans la pièce. La flûte de champagne glissa des mains de Sophie et se brisa sur le marbre. La bouche de mon père s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Quelqu'un, au fond de la salle, laissa échapper un « Attendez, quoi ?» Je montai sur le petit palier qui surplombait la salle de bal. Mes talons claquaient doucement pendant que j'avançais vers la rambarde. Calme. Ligne nette. Cheveux tirés. J'avais l'air exactement de ce qu'ils avaient toujours prétendu que je n'étais pas. Je me suis arrêtée un instant, laissant le silence s'étirer. Puis j'ai parlé, d'une voix posée, sans élever le ton. Bonsoir. Je sais que beaucoup d'entre vous ne s'attendaient pas à me voir ce soir. Je n'ai pas été invitée, après tout. Un rire nerveux, sec, maladroit s'éleva d'une table, puis mourut aussitôt. Mais je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un vous accueille vraiment à Alain East. Après tout, vous êtes chez moi. Exclamation. Murmure. Chaise qui bouge. Sophie fit un pas en avant, le visage rouge. Claire, qu'est-ce que tu fais ? Je soutins son regard. Tu as réservé cet hôtel à ton nom. Tu as dit que le propriétaire t'avait accordé un tarif préférentiel à cause du nom de famille Whitmore. C'était vrai. Je t'ai donné exactement ce que tu avais demandé, avec 20% de plus. Ma voix ne tremblait pas. C'était ça, ma victoire. Vous avez passé des années à parler de moi comme si j'étais une honte. Une femme de ménage. Une ratée. Un gâchis de nom. Vous avez dit aux gens que j'avais disparu. Je parcourus la salle du regard, de table en table. Des visages familiers, plus vieux désormais, mais toujours figés dans les mêmes expressions de surprise polie et de malaise. Mais je n'ai pas disparu. Vous avez simplement cessé de regarder. Mon père se leva lentement. Claire, dit-il. Sa voix était rauque, impénétrable. Cet hôtel est à toi ? J'en possède 17, répondis-je calmement. Dans 4 pays. Il resta silencieux. Et je ne suis pas ici pour les applaudissements, poursuivis-je. Je ne veux pas votre approbation. Je suis venu rendre quelque chose. Je fis un signe à Anna. Elle entra par le côté avec 2 membres du personnel, portant des chemises noires élégantes, reliées en cuir. Chaque invité en reçut une. À l'intérieur. Une copie de leur contrat d'événement. Signé par C.E. Whitmore. Les tarifs de leur suite. Une note qui disait. Parfois, l'histoire que vous tentez d'effacer trouve quand même son chemin jusqu'au mur. Au fond de la salle, je vis tante Mavi soulever la chemise et rire doucement. Je me tournai pour partir. Mais juste avant de m'éloigner, un homme plus âgé, près de mon père, se leva, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Il demanda, sans animosité. Pourquoi ne pas avoir utilisé ton nom complet dès le début ? Pourquoi te cacher ? Je fis une pause. Parce que je voulais construire quelque chose sans que quiconque décide à l'avance de ce que ce serait. L'homme hocha la tête. Il comprenait, peut-être mieux que les autres. Je quittai la tribune. Derrière moi, les écrans s'éteignirent. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentis plus invisible. La salle de bal était plus calme après cela. Ils restèrent, bien sûr. Mon équipe servit le dîner comme prévu. Le canard rôti était parfait. Le vin, bien frais. La musique, suffisamment douce pour empêcher les gens de dire ce qu'ils pensaient vraiment. Sophie était assise à sa table raide, pliant et dépliant sa serviette. Elle ne me regarda plus. Mais je remarquai le moment où elle glissa la main dans sa chemise pour relire le contrat.
Ses lèvres bougèrent, comme si elle cherchait à formuler une phrase, sans y parvenir. Je partis avant le dessert. Il n'y avait plus rien que j'avais besoin d'entendre. Avant de monter à l'étage, je demandai à la réception de réattribuer la suite de Sophie. La chambre VIP qu'elle avait exigée, pour laquelle elle avait passé plusieurs appels, fut attribuée à une diplomate arrivée en retard, très enceinte. La nouvelle chambre de Sophie était toujours belle, mais elle donnait sur la ruelle. C'était du même type que celle que je nettoyais autrefois pour 9,75 $ de l'heure. Mon père ne vint jamais me voir. Mais tante Mavi, si. Elle frappa à la porte de mon bureau vers 23 heures. Je ne l'invitai pas à entrer. Elle ne le demanda pas. Elle se contenta de me tendre une enveloppe. À l'intérieur, une photo que je n'avais pas vue depuis des années. J'avais peut-être 8 ans, debout sur le perron de la vieille maison familiale, tenant une carafe de limonade à 2 mains. La main de mon père reposait sur mon épaule. Je me souvenais de ce jour non pas à cause de quelque chose de grand, mais parce que j'avais renversé la limonade quelques minutes après la photo et j'étais persuadée qu'on allait me gronder. Mais personne n'avait rien dit. Ils avaient juste ri. C'était la dernière fois que je me souvenais m'être sentie à ma place. Au dos de la photo, dans l'écriture penchée de ma vie, il y avait une phrase. « Tu faisais partie de nous. » C'était tout. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre. Le lendemain matin, je pris l'ascenseur jusqu'à l'étage du personnel. L'équipe de ménage commençait son service. Quelques-uns firent un signe de tête. Une jeune femme sourit timidement avant de détourner les yeux. Je me rendis à l'ancien local d'entreposage que nous avions transformé en salle de pause. Il y avait encore un porte-manteau près du mur du fond. Je sortis l'étiquette de mon sac, encadré. Claire service de chambre. Je l'accrochai au porte-manteau juste au-dessus de l'endroit où la plupart des employés laissaient leur veste. Pas de plaque. Pas de projecteur. Juste du bois et un clou. Plus tard dans l'après-midi, Sophie laissa un mot dans sa chambre. « Tu ne méritais pas ce qu'on t'a fait. » Mais je ne savais pas comment le réparer. Je ne répondis pas. Mais quand les courriels de la réunion de famille furent envoyés l'année suivante, l'adresse de l'expéditeur était claire.e.whitmore.group.